Seika était un exorciste surpuissant qui fut assassiné. Réincarné, il décida de vivre une vie rangée et ennuyeuse comme la vôtre. Mais en découvrant que la héroïne était une méchante, il décida de la vaincre, elle et ses ennemis, juste pour s'amuser. Il s'était réincarné dans un monde où la magie circulait d'une manière complètement différente. Bien que son nouveau corps manquât de pouvoir magique, il était béni d'une immense énergie spirituelle. Chaque matin, Seika ramassait des feuilles et utilisait ses arts d'exorciste pour créer des shikigami, donnant vie à des souris et des corbeaux pour le servir. Pendant ce temps, son demi-frère Glee le harcelait constamment, le traitant de bâtard inutile. Même quand Seika le suppliait d'arrêter, Glee le saisissait par le col et levait le poing. Mais un jour, les corbeaux que Seika avait créés attaquèrent soudainement Glee. Quand Luft se précipita pour les chasser, il remarqua que les corbeaux ignoraient complètement Saika, ce qui le fit commencer à suspecter quelque chose d'étrange chez son jeune frère. Dans ce nouveau monde, Saika était rejeté pour être l'enfant d'une maîtresse, traité comme un paria par sa propre famille. Pourtant, il endurait en silence, passant chaque jour à travailler dans les champs, préparant du papier pour fabriquer plus de talismans, et affûtant discrètement ses arts spirituels. Sika savait que c'était sûrement Gley, mais quand il cria à Ifa de retourner au travail, il rappela à Seika qu'il n'aurait jamais d'esclave, car un perdant sans magie comme lui ne pourrait jamais entrer à l'Académie impériale de magie de Lodonia. Cependant, Blaze apparut et ordonna à Gley de retourner à ses leçons de magie. Alors qu'il s'éloignait, Saika demanda à son père s'il pouvait les rejoindre. Sur le terrain d'entraînement, son frère aîné Luft lança un vortex qui pulvérisa la pierre, tandis que Gley libéra une boule de feu pour la roussir. Gley était ravi que Seika se ridiculise devant leur père, mais alors que Seika maniait la baguette et se souvenait de son vœu de cacher son pouvoir dans cette vie, il réalisa que les forts exploitaient toujours les faibles, bien qu'il activât ses arts d'exorciste. Ils furent tous choqués, car personne n'avait jamais lancé de boule de feu bleue auparavant. Gley s'en attribua donc le mérite et leur dit que sa magie devait être restée dans la baguette. Pendant les 4 années suivantes, Sika commença à apprendre la langue du monde tout en espionnant secrètement ses frères et sœurs, mais Blaze continuait de se demander s'il était à moitié démon. Au moment où Sika eut d'entraîner un mage il se souvint des 7 divinités qu'il avait scellées et était enfin prêt à invoquer son serviteur le moins menaçant dans ce monde. Alors qu'une ancienne porte se matérialisait devant ses yeux, une jolie fille en sortit, bien que Sika ne pût la reconnaître. Quand elle lui sauta dessus, il réalisa que c'était bien la stupide Yuki, mais se demanda pourquoi elle n'était plus une belle femme, réalisant que son pouvoir spirituel devait être plus faible dans ce jeune corps. Elle jura de le servir pour toujours. Seika révéla qu'il ne faisait que tester les capacités du portail dimensionnel dans ce monde, et alors qu'il essayait de la sceller, elle se transforma en un petit renard, jurant qu'elle ne le quitterait plus jamais. Le lendemain matin, Gley commença à crier sur Yifa parce qu'elle avait fait tomber de l'eau sur ses vêtements. En la réprimandant, il dit qu'il serait prêt à lui pardonner si elle venait dans sa chambre, et promit de l'éduquer sur ce que signifiait être une esclave. Quand Sika dit à Gley d'arrêter de la maltraiter, il tenta de le frapper, mais il bloqua son attaque. Gley le fixa avant de s'éloigner, lui disant qu'il jouait avec sa vie. Une fois parti, Sika dit à Yifa de ne jamais aller dans la chambre de Gley, et elle promit de ne pas le faire. Puis Yifa lui demanda de la suivre dehors alors qu'elle lui montrait un bébé Evoli mourant. Il lui demanda de se détourner pour cacher ses pouvoirs, et après avoir tiré un cheveu et l'avoir infusé de son talisman, le Shikigami fut sacrifié pour guérir le Vaporéon. Yifa fut choqué qu'il puisse utiliser la magie alors qu'il était né sans mana. Quand il pensa qu'elle cachait peut-être aussi une capacité secrète, elle lui dit que ce n'était pas comme si elle pouvait voir les esprits, ou quoi que ce soit de ce genre. Cependant, il révéla qu'il était aussi capable de voir les esprits. Mais il soupçonnait qu'elle pouvait voir quelque chose d'encore plus grand que lui. Se demandant ce que c'était, elle révéla qu'il avait découvert le secret qu'elle cachait toujours. Sa capacité à voir les élémentaires dans le monde. Elle expliqua que c'était étrange, car chaque élémentaire semblait l'éviter. Bien qu'il n'en connût pas la raison, il réalisa qu'elle était capable de les contrôler, quelque chose qu'il n'avait jamais pu maîtriser dans sa vie antérieure. Réalisant qu'il avait enfin trouvé la personne qu'il cherchait, il lui demanda si elle aimerait apprendre la magie. Activant son Shikigami, il invoqua une boule de feu dans les airs. Elle n'avait jamais essayé d'utiliser la magie auparavant, alors elle demanda poliment à la boule de feu de disparaître. Quand elle n'écouta pas, elle essaya de supplier la boule de feu de partir, mais elle cria que personne ne regretterait son sale cul, faisant disparaître la flamme. Sika réalisa qu'il avait de la chance de trouver quelqu'un capable de dissiper la magie, et lui demanda de garder ses pouvoirs secrets entre eux. Au fil des semaines, il l'entraîna jusqu'à ce qu'elle puisse contrôler le flux de son propre mana. Au fil des saisons, ils continuèrent leur entraînement ensemble, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin maîtriser l'art de dissiper la magie. Le 12e anniversaire de Psycho arriva, mais contrairement à celui de son frère, il ne reçut ni cadeau ni gâteau. Et même son père n'était pas là. Bien qu'il se fût habitué à leur mauvais traitement, Glee appela Psycho, disant qu'il l'entraînerait, car sa mère étant une maîtresse, la seule voie restante pour son corps faible était de rejoindre l'armée. Juste à ce moment, une servante cria qu'un grand monstre était apparu et se dirigeait directement vers leur manoir. En entendant ces mots, Sika révéla qu'il était déjà aux abords de leur manoir. Alors que le vieux Triton détruisait l'arbre au loin, Gley s'enfuit pour sa vie pathétique et inutile, tandis que Luft essayait d'ordonner aux servantes d'évacuer vers le manoir, il vit que Sika courait dans la direction opposée. Au même moment, l'ancien était sur le point de dévorer Yifa, mais avant que Sika ne puisse invoquer son talisman pour la sauver, elle activa les élémentaires et incinéra la bête. Une fois qu'elle fut en sécurité, il ordonna à la bête de le suivre, et alors qu'il s'élançait dans le ciel,
Tous les serviteurs du manoir commencèrent à le regarder. Il lança alors un sort de poison, et les veines à l'intérieur du corps de la créature commencèrent à absorber le poison. Mais il avait secrètement achevé son dressage, laissant son frère se demander comment il l'avait vaincu d'une seule attaque. Tout le monde le croyait incroyablement puissant, alors il leur fit un signe de la main, ravi que tout se soit déroulé selon son plan. Depuis sa réincarnation dans cette seconde vie, il serait rusé et obtiendrait enfin le bonheur qu'il désirait. Blaise avait été témoin de la bataille et décida d'organiser un festin en l'honneur de son fils adoptif illégitime. Bien que cette attention irritât Gley, Blaise souhaitait tout de même récompenser Sika pour avoir défendu le manoir. Quand on lui demanda ce qu'il désirait, Sika demanda la permission de s'inscrire à l'Académie impériale de magie de Lodonia. Blaze accepta, et Sika demanda alors que Yifa soit autorisée à l'accompagner comme sa servante. Blaze objecta, affirmant qu'elle manquait de mana. Mais Sika lui dit de se taire et de simplement regarder. Remettant sa baguette à Yifa, Sika lui ordonna de lancer un grand sort de flamme. Ému par sa dévotion et son désir de rester aux côtés de Saika pour toujours, Yifa éveilla les élémentaires de feu environnants. Alors qu'elle chantait l'incantation, un brasier massif éclata à l'extérieur de la fenêtre, illuminant la nuit. Se tournant vers son père, Saika demanda s'il était satisfait. Blaze, maintenant convaincu, accepta de les inscrire tous les deux. Cependant, Gley protesta avec colère, disant que cela violait la tradition de leur famille, qui interdisait à deux frères de suivre la même voie. Blaze répondit que leur tradition serait en effet respectée, en envoyant Gley rejoindre l'armée à la place. Il réprimanda ensuite Glee pour avoir gâché ses années en mauvaise compagnie, tandis que Saika s'était entraîné assidûment chaque jour. Incapable d'accepter l'insulte, Glee défia Saika en duel, déclarant que s'il perdait, Saika serait banni de leur foyer. Bien que Blay ait dit qu'il pouvait refuser, Saika accepta sans hésitation. Leur père accepta de superviser le duel à condition qu'aucune vraie épée ou magie de niveau intermédiaire ne soit utilisée. Plus tard, alors que Saika fabriquait plus de talismans en préparation, Luft lui rendit visite, s'excusant d'être arrivé en retard pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui offrant un stylo en verre. Il admit regretter de ne pas avoir été plus gentil tout au long de leur vie, mais exprima sa fierté de voir à quel point son frère avait grandi. Puis il lui demanda d'être indulgent avec Gley, car il savait que Seka était plus fort que tous. Sous les deux lunes, Yuki se moqua du cadeau sans valeur de Luft, mais Sika lui dit que c'était elle qui était sans valeur. Cependant, il réalisa que quelque chose n'allait pas, et lui ordonna de se cacher. La fenêtre s'ouvrit en grand, et quand il regarda dehors, il vit Gley dans le champ, criant que leur duel avait commencé. Alors qu'ils se faisaient face, Gley croyait que Sika n'avait vaincu le monstre que par chance. Voulant le combattre à mort, il abandonna les conditions de leur père et invoqua un sigil magique, lançant un sort de flamme pour incinérer son frère. Il pensait que son sort était bien plus puissant que celui de son esclave inutile, mais Sika lui dit qu'il ne pourrait jamais être comparé aux flammes de Yifa. Choqué qu'il soit toujours en vie, Glee invoqua un sort de vent pour transpercer son frère, mais une barrière de magie légère le protégea. Saika sortit alors son talisman, tandis que Glee commençait à libérer tous ses sorts. À ce moment, Saika ordonna à Glee qu'il lui était interdit de bouger, gelant tous ses neurones avant de tordre le talisman et de lui casser le bras. Cependant, Saika révéla que Gley ne faisait que ressentir la douleur. Quand Gley se demanda qui était vraiment Sika, il décida d'accepter ses mots comme une reddition. À cet instant, il guérit le bras de son frère, le laissant s'effondrer au sol. Alors que Saika fixait son visage inutile, il se souvint que Gley l'avait traité de chanceux pour avoir vaincu le vieux Triton, mais il trouva cela hilarant. Après tout, il s'était préparé pendant 6 mois pour invoquer sa deuxième divinité divine, un cyclope massif. Nuto entra dans le royaume et se précipita vers Saika, déclarant qu'il était ravi de le servir une fois de plus. Cependant, Yuki rappela à Nuto qu'elle était la première qu'il avait invoquée. Sika demanda alors au Cyclope de suivre son Shikigami dans la montagne et de chasser le vieux Triton dans leur forêt. Il avait délibérément attiré le vieux Triton vers leur manoir afin que tout le monde reconnaisse son pouvoir, lui permettant d'intégrer l'Académie de magie au lieu de Gley. Cependant, Yuki se demanda pourquoi il créait des plans si compliqués, surtout quand il pouvait prendre tout ce qu'il voulait dans un monde rempli d'humains faibles. Sika lui rappela alors que ces humains faibles étaient ceux qu'il avait tués. Dans cette seconde vie, il désirait devenir l'un d'eux, car son chemin vers le pouvoir absolu ne l'avait jeté que dans une solitude isolée. Quand le printemps arriva enfin, Luft souhaita à son frère de rester en sécurité. Après que Yifa eut bâillé, Luft se demanda si elle était restée éveillée toute la nuit. Alors Sika révéla qu'elle avait travaillé dur sur quelque chose dans sa chambre toute la nuit. Alors que leur calèche commençait à s'éloigner, Sika décida de la récompenser pour ses études. Elle promit qu'elle le chérirait, et il révéla que cela attirerait les élémentaires vers elle, car il voulait qu'elle devienne l'élémentaliste la plus forte possible. Regardant par la fenêtre, il réalisa qu'ils avaient déjà atteint l'Académie de magie, et se demanda comment le temps avait pu passer si vite. De retour dans son bureau, Blaze réalisa que Psychome devait être déjà arrivé, et se rappela cette nuit orageuse où un mystérieux assassin lui avait livré l'enfant de son frère, mais Blaze se demanda si son frère était vraiment mort après avoir disparu sur le continent des démons. Son enfant était l'un des seuls humains nés avec des cheveux et des yeux noirs, alors Luft gardait ses distances, tandis que Gley le voyait comme un ennemi. Blaze se demanda s'il était un démon, parce qu'il pouvait invoquer des boules de feu bleu sans posséder de magie, et il avait utilisé du poison sur le vieux Triton, alors qu'aucun humain ne l'avait jamais fait auparavant. Blaze se sentit coupable d'avoir envoyé Gley à l'armée, mais il réalisa que si Psycho était témoin des horreurs de la guerre, il pourrait devenir le prochain roi démon qui éradiquerait l'humanité au lieu du héros qui la sauve.
Une fois arrivé au dortoir de Seika, il révéla que la chambre d'Ifa serait à côté de la sienne. Ces mots la rendirent triste, car elle pensait pouvoir venir dans sa chambre la nuit. Après avoir entendu cela, elle s'enfuit en pleurant, et Yuki se mit en colère que l'esclave inutile ne connaisse pas sa place. Quand Sika se demanda ce qu'elle voulait dire, Yuki révéla que Yifa était amoureuse de lui et voulait qu'il l'utilise comme esclave pour réaliser ses fantasmes. En entendant ces mots, Seka réalisa qu'il ne comprendrait vraiment jamais comment les filles pensent. Yuki lui dit d'étudier, où il aurait du mal, mais il réalisa que Yifa pourrait rendre autre chose difficile. À la prestigieuse Académie de magie, il remarqua qu'une mystérieuse réserve de mana s'était accumulée. L'examinatrice, la professeure Karin, appela tout le monde à évaluer leur niveau de mana. Quand ce fut le tour de Saika, la professeure Karine lui demanda de poser sa main sur la sphère de cristal, expliquant qu'elle brillerait en blanc s'il avait une aptitude pour tous les éléments, bien que cela ne se fût jamais produit auparavant. C'était le système magique du monde où il y avait 4 éléments primaires à lancer, mais il existait aussi la magie de la lumière et de l'ombre, similaire à la magie qu'il avait inventée dans sa vie antérieure. Alors que Yifa infusait son mana dans la sphère, la professeure Karine découvrit qu'elle avait une aptitude pour la magie du vent et du feu, mais quand ce fut le tour de Sika, rien n'apparut. Alors la professeure Karine pensa qu'il pourrait avoir une aptitude pour la lumière ou l'ombre. Alors qu'elle tendait la main vers la sphère, un faisceau de lumière blanche aveugla tous les candidats. Quand elle s'éloigna, ils réalisèrent qu'elle avait maîtrisé les 4 éléments. Teka fut choqué de la voir car, même si ses cheveux étaient d'une couleur différente, elle était la même personne qu'il avait connue de très près dans sa vie passée. Cette nuit-là, la princesse Fiona s'inquiéta, et au même moment, le seigneur démon par intérim donna un seul ordre à son général Gallios, écraser le héros. Le lendemain, après que Saika eut terminé l'examen écrit, il remarqua Amu s'entraînant avec une épée et se demanda à quel point elle était vraiment forte. Sur le terrain d'entraînement, l'examinateur érudit, le professeur Cordel, annonça qu'ils évalueraient maintenant le pouvoir élémentaire de chaque étudiant un par un. Alors que les étudiants démontraient leur capacité, Saika observa que Mose ne pouvait manier qu'un seul élément et aucun avec beaucoup de force. Quand ce fut le tour de Yifa, elle s'avança et lança un sort de flamme. L'explosion fut si intense qu'elle faillit roussir la pierre d'essai. Tout le monde haleta, étonné qu'elle puisse lancer un sort sans incantation. Mais Yifa dit calmement qu'elle n'avait pas encore fini. Même Seika n'avait aucune idée de ce qu'elle préparait. Elle leva à nouveau sa baguette, conjurant un sort de vent si puissant que la pierre disparut simplement. Alors qu'elle s'excusait d'avoir détruit la cible, Seika pensa que sa magie était incroyable et fut émue par sa dévotion, réalisant qu'elle s'était entraînée en secret. Finalement, ce fut le tour de Seika. Il conjura une brillante boule de feu bleu qui traversa la cible, stupéfiant tout le monde. Analysant la pierre, il nota qu'elle était faite de granit et décida de fusionner les éléments de terre et de métal pour exécuter un sort de cristallisation qui brisa complètement la cible. Même le professeur Cordel admit n'avoir jamais rien vu de tel. Seika s'excusa cependant, affirmant que son sort était une technique secrète, sachant qu'il ne pourrait jamais révéler la vérité, qu'il n'utilisait pas vraiment de magie du tout. S'approchant ensuite de la cible d'eau, Seika invoqua un Shikigami d'eau invisible et l'infusa d'énergie d'ombre, déchaînant un torrent qui gela tout le champ. Satisfait d'être déjà allé trop loin, il mit fin à sa démonstration. Awif rit fièrement, disant qu'elle avait de la chance d'avoir le maître le plus fort en vie. Alors que le soleil se couchait, le professeur Cordel resta sans voix, se demandant comment 2 étudiants avec une si faible aptitude magique avaient déchaîné les sorts les plus puissants de l'histoire de l'Académie. Pourtant, il savait que ce n'était que le début, car quelque part, il y avait quelqu'un d'encore plus fort, un prodige qui avait maîtrisé tous les types de magie à un jeune âge. La professeure Karin réalisa qu'elle pourrait être la héroïne, celle destinée à naître lorsque le seigneur démon ressusciterait. Les résultats de l'examen furent enfin annoncés, et quand Sika chercha leur nom, Yifa le supplia de ne pas l'abandonner car elle avait été choquée qu'elle l'ait surpassé à l'examen pratique. Il était classé tout en haut de la liste sur la liste Amiou, tandis que Yifa réalisa qu'elle était la personne qu'il avait toujours cherché que lui. Plusieurs jours après l'annonce, une invitation fut envoyée à tous ceux qui s'étaient inscrits à l'académie de magie. Yifa se demanda si sa jupe était trop courte, mais Sika lui dit que non, car il la voulait encore plus courte. Alors qu'il marchait vers la cérémonie d'entrée, Sika sentit une magie noire venant de derrière les buissons. Yifa réalisa que quelque chose n'allait pas, car elle remarqua des élémentaires sombres cachés à l'intérieur. Après s'être enfoncés plus profondément dans la forêt, ils trouvèrent un sigil démoniaque. Bien que Yifa pensât que c'était maléfique, Sika lui dit de l'ignorer car il appartenait à l'école, tout en libérant secrètement des talismans invisibles pour surveiller la zone. À l'intérieur de la salle, quand la cérémonie d'entrée commença, Amu monta sur scène et annonça qu'elle serait la représentante des nouveaux étudiants. Au même moment, le cercle magique à l'extérieur s'illumina et Psyche sentit des monstres se rapprocher de la salle. Les portes explosèrent soudainement, et des démons inférieurs apparurent devant leurs yeux. Les étudiants inutiles paniquèrent et commencèrent à s'enfuir. Mais Psyche remarqua que les démons cherchaient quelqu'un parmi eux. Quand l'un des démons tenta de tuer une fille, Amu apparut pour la sauver. Alors qu'elle évitait l'attaque du démon, elle lança des sorts de vent sur son corps et cria aux étudiants dégoûtants de s'écarter de son chemin. Cependant, Seika réalisa que les démons étaient trop lents et soupçonna qu'ils étaient contrôlés à distance. En scannant l'extérieur, il trouva le lanceur de sorts caché dans la forêt. Il dit à Yifa
d'utiliser sa magie pour courir et se cacher si les choses devenaient dangereuses. Puis il se téléporta, laissant son talisman derrière lui. Peu après, il commença à marcher vers le démon en récitant un poème. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, ta mère est un gorille moche qui appartient aux eaux. Enragé et cherchant à le tuer immédiatement, le démon invoqua des démons inférieurs d'un portail. Alors qu'il leur ordonnait d'attaquer, Saika lança un sort d'attraction gravitationnelle, anéantissant les monstres devant lui. Quand le dernier fut figé sous un sort de protection, Seika ouvrit un portail sous lui et le scella dans un autre royaume. Réalisant que Seika pouvait utiliser la magie de téléportation, le démon se prépara à combattre sérieusement. Il invoqua des épées depuis de plus petits portails et se présenta comme un démon du métal qui contrôlait les éléments de feu et de terre. Quand Sika tenta de lancer un sort, Gallios l'éteignit instantanément, affirmant qu'aucun de ses sorts ne fonctionnerait sur lui. Alors que Sika enflammait des talismans de papier, Gallios se protégea des flammes, mais quand il invoqua plus de papier, Gallios les brûla instantanément. Cherchant à l'éliminer, Gallios lança une épée, et bien que Sika l'esquiva, la lame lui trancha le visage, et il réalisa qu'elle avait été téléportée en arrière. Gallios déclara qu'il pouvait utiliser la téléportation noire, il lança une flamme vers Saika, mais alors que Saika s'éloignait d'un bond, Gallios se matérialisa derrière lui et lui trancha le bras à cet instant. Cependant, Saika, ayant miraculeusement survécu à cette attaque, commença à se demander pourquoi Gallios espionnait les étudiants, utilisant les yeux des démons inférieurs. Gallios révéla qu'il cherchait le héros, celui qui devait accomplir la prophétie divine de la réincarnation du Seigneur Démon. Il ajouta qu'il l'avait déjà trouvé, mais Seika, comprenant sa cible, se déplaça vivement, mais Gallios lança une douzaine d'épées pour l'éliminer. Seika les esquiva, sauta par-dessus une autre, mais la double lame de Gallios le trancha au même instant. D'un seul coup, Gallios l'envoya dans l'au-delà, persuadé que Saika était mort. Gallios se détourna, s'apprêtant à chercher Amu, mais le son de la voix de Saika, récitant d'anciennes incantations, attira son attention. Il le vit en équilibre sur une lame, se demandant comment il était encore en vie. Gallios lui lança une épée dans le crâne, mais elle se désintégra. Seika révéla qu'il s'était ressuscité, expliquant qu'il avait déjà lancé un sort pour éliminer tout ce qui n'appartenait pas à son corps. Malgré cela, Gallios crut pouvoir en finir avec lui. Il invoqua 100 épées, jurant d'anéantir le héros une fois Sika mort. En entendant ces mots, Sika se moqua, traitant Gallios de fou, et déclara que la vraie force ne pouvait être définie que par les puissants alliés que l'on possède. Gallios rejeta ces paroles, affirmant que seuls les faibles dépendaient de leurs alliés. Il tenta d'en finir, mais Sika esquiva la tempête de lames et lança un sort qui déchaîna une cascade massive. Au moment où les eaux s'écrasèrent, Gallios s'était déjà téléporté. Cependant, lorsque Gallios tenta d'attaquer d'en haut, Saika avait déjà anticipé le coup. Il invoqua Raiju, une divinité ressemblant à un furet, qui frappa le démon avec la foudre. Pourtant, au moment où la fumée se dissipa, Saika réalisa partie du plan de Gallios, car son corps n'était nulle part en vue devant les yeux de Gallios. Jusqu'à ce qu'il le poignarde par derrière sans avertissement. Il commença à suinter une aura rouge, confiant que Saika manquerait bientôt de talismans. Il se prépara à mettre fin au combat, mais Saika révéla plus d'1 millier de talismans, expliquant qu'il avait passé toute sa vie à les créer pour être prêt à n'importe quelle bataille. Ouvrant la porte dimensionnelle, il invoqua Mizuchi. Une douzaine de portails s'ouvrirent, un dragon en émergea, sa forme massive emplissant le ciel. Il se jeta sur Gallios, tentant de le dévorer, avant de s'élever vers la lune et de consumer entièrement son corps. À cette vue, Seika fut soulagé que le démon ait été éliminé. Pourtant, lorsqu'il tenta de renvoyer le dragon dans l'autre royaume, celui-ci résista, et essaya de s'échapper. Réalisant qu'il se dirigeait vers l'école, il y plaça rapidement ses talismans, redirigeant sa trajectoire avant de le sceller de nouveau dans le royaume. Pourtant, il se demanda comment une divinité aussi faible que Mizuchi avait pu se libérer. La réponse lui vint rapidement. Son jeune corps était encore trop faible. Il devrait devenir plus fort et plus âgé avant de pouvoir commander correctement les 4 divinités restantes. À ce moment-là, Yuki sauta sur lui, révélant qu'elle s'était cachée tout ce temps. Elle le réprimanda, trouvant imprudent qu'il se soit laissé tuer. Cependant, Saika révéla que tout cela faisait partie de son plan, car il pouvait déjà utiliser ses Shikigami pour se ressusciter des morts plusieurs fois instantanément. Au moment où il retourna dans le hall, il réalisa que tous les étudiants avaient été blessés, mais Yifa lui dit qu'Amu avait tué tous les démons inférieurs. En entendant ces mots, Seika réalisa qu'Amu était la personne parfaite dont il avait besoin comme allié. Après tout, il pourrait rester caché tout en l'utilisant pour avancer dans ses plans. Bien qu'ils doivent devenir son ami, il s'avoua qu'il ne serait pas triste si elle perdait la vie à la fin, tant que cela assurait son propre bonheur. À ce moment-là, il jura de faire d'elle la personne la plus forte du monde, même si cela signifiait vaincre le roi démon lui-même. Un mois s'était écoulé depuis que Saika avait commencé à fréquenter l'académie de magie aux côtés de Yifa. Quand il aperçut Amu et tenta de la saluer, elle lui dit froidement de faire une faveur à l'humanité en mettant fin à sa misérable vie. Quelques instants plus tard, une jarre d'argile apparut au-dessus d'eux, déversant un liquide, mais Seika les téléporta rapidement en sécurité. Cependant, sentant quelque chose de suspect, il retourna sur les lieux. Là, le professeur Cordel apparut à une fenêtre et s'excusa pour l'accident. Après avoir récupéré le liquide répandu, Cordel expliqua que c'était un catalyseur pour sa recherche. Quand Sika demanda le but de la jarre, le professeur affirma qu'il essayait simplement de la faire léviter au 3e étage. Pourtant, Sika savait que seule la magie noire pouvait contrôler la gravité, ce qui le fit suspecter que Cordel cachait quelque chose.
Plus tard en classe, le professeur Karine annonça que l'anniversaire de l'école approchait. Il assigna Amu et Yifa à livrer la nouvelle liste d'étudiants dans le cadre de l'offrande cérémonielle. Quand Sika entendit cela, il réalisa que leur itinéraire les mènerait près du cercle magique de Galios. Il se porta immédiatement volontaire pour prendre la place de Yifa et lui demanda de refuser sa mission. Bien que réticent, le professeur Karine finit par accepter. Ce soir-là, alors que Seka et Yifa quittèrent l'académie, il lui dit qu'Amu était en danger. Il expliqua qu'il avait pris sa place pour la protéger, car les batailles d'Amu contre les démons l'avaient désigné comme une cible. Yifa lui demanda en plaisantant s'il aimait Amu pour sa beauté et ses cheveux jura qu'elle aussi pourrait devenir plus forte. Mais Sika lui dit voulait plutôt son soutien, croyant que le pouvoir d'Amu l'avait isolé toute sa vie. Son ami. Le jour de l'anniversaire de l'académie, le professeur Karen leur remit la liste pour la cérémonie. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, Amu exigea de savoir pourquoi Saika s'était porté volontaire pour remplacer Yifa. Il lui dit qu'il voulait être son ami et qu'il souhaitait avoir une longue conversation avec elle. Cependant, Amu crut qu'elle ne pourrait pas le satisfaire, surtout qu'il avait déjà une esclave avec d'énormes seins. Mais il lui dit qu'elle se trompait. Alors qu'elle le trouvait un sale type, son esprit fut choqué à cet instant. Au même moment, Sika sentit la présence d'un sort sombre et se dirigea vers sa source. Juste à ce moment-là, ils tombèrent sur un cercle magique. Et à cet instant, un portail s'ouvrit, les téléportant instantanément. Ils furent transportés dans un donjon où un groupe de créatures lézards apparut devant eux et sans hésitation, Amu chargea. Alors qu'elle sautait de l'autre côté, elle déchaîna une boule de feu qui les anéantit complètement. Cependant, lorsqu'un orc apparut derrière elle et était sur le point de lui ôter la vie, Saika lança un sort qui lui écrasa la tête avec une pointe. Alors qu'ils commençaient à chercher la sortie, Saika lança un nouveau sort pour éclairer leur chemin et Amu fut choqué de découvrir qu'il pouvait aussi utiliser la magie de lumière. Au même moment, il lançait des signaux de talisman pour guider ses Shikigami à l'extérieur afin qu'ils puissent détecter leur emplacement. Soudain, un groupe de gobelins se précipita sur eux, mais Amu les abattit avec des coups rapides. Alors qu'elle réussissait à bloquer une attaque, elle trancha le bras d'un monstre, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, la créature revint pour l'achever et la projeta contre le mur. Cependant, alors que les monstres se préparaient à l'achever, Sika lança un sort de bois qui les empala avec des pieux. À ce moment-là, Amu perdit connaissance, et les gobelins restants chargèrent Sika. Il réalisa qu'il pouvait enfin utiliser ses vrais pouvoirs, alors il invoqua Omikade des portes divines de l'enfer et élimina tous les gobelins devant lui. Au moment où Amu se réveilla, elle vit que tous les monstres avaient été tués. Remarquant que sa tête lui faisait encore mal, Sika lança une barrière de lumière autour d'eux et réalisa qu'elle était sous une malédiction, car la douleur disparut après la formation de la barrière. Quand elle crut qu'il n'y avait pas de sigil maudit sur son corps, elle lui demanda de vérifier son dos avant d'enlever ses vêtements, et ne trouva rien. Sika révéla alors qu'il avait voulu qu'elle enlève ses vêtements, car il avait déjà une autre solution préparée. Avec une mèche de ses cheveux, il transféra la malédiction sur l'un de ses talismans, lui disant que cela servirait désormais de substitut. Ils restèrent assis ensemble pendant des heures, mais pendant ce temps, Amu se demanda si Saika avait embrassé Yifa, ou même déjà élaboré un complot avec elle. Quand Seka lui dit qu'il n'avait pas embrassé Yifa, Amu pensa qu'il était ringard, car les filles timides comme elle étaient toujours bizarres. Il lui rappela alors qu'elle venait de se déshabiller dans un donjon. Après qu'il ait été assommé, ils continuèrent d'éliminer tous les gobelins, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement la chambre du boss. Alors que le naga se préparait à les affronter, Saika activa sa magie de pierre et libéra des pieux empaleurs, mais la créature lui brûla presque le visage avec de l'acide. Saika réussit à esquiver, et Amu contre-attaqua avec une lance de vent, mais le sort ne parvint pas à percer les épaisses écailles du monstre. Avant qu'il ne puisse riposter, Seka invoqua une lance qui cloua la créature au sol. Amu l'enflamma immédiatement avec une boule de feu, et au moment où le feu éclata, Amu descendit sur le naga et poignarda son corps, le tuant instantanément. Alors que Sika courait vers elle, Amu lui sauta dessus, révélant que c'était la première fois qu'elle battait un boss de donjon. Quand Yuki demanda à Saika pourquoi il ne s'était pas téléporté tout ce temps, il révéla qu'il voulait s'amuser avec Amu et lui donner de l'expérience au combat, afin qu'elle puisse un jour devenir la plus forte. Peu de temps après, ils tombèrent sur une épée de mithril. Saika la retira du monstre, ce qui fit désintégrer la créature sous leurs yeux. Alors qu'il tendait l'épée à Amu, il remarqua une bague au sol et réalisa qu'elle était imprégnée de magie. Quand Amu lui demanda ce qu'il ferait en vieillissant, il promit qu'il partirait à l'aventure avec elle à nouveau. En entendant cela, elle devint heureuse et lui dit que c'était une promesse. Après s'être échappée du donjon, Saika informa le professeur Karine du labyrinthe secret caché sous l'école, mais dissimula à la fois l'existence de la malédiction d'Amu et la véritable source de sa propre magie. Cette nuit-là, quand Seka arriva au laboratoire du professeur Cordel, il révéla qu'il avait déjà découvert son plan et mentionna qu'Amu avait commencé à se rétablir. Réalisant qu'il avait été démasqué, le professeur Cordel se demanda comment Seka avait découvert son secret. Seka expliqua qu'il était impossible que des démons aient tracé un cercle magique au sein de l'école, et comme le professeur Cordel avait le visage le plus laid de tous les instructeurs, il l'avait immédiatement suspecté. Décidant de révéler la vérité, le professeur Cordel retira son déguisement et admit qu'il était un espion pour les démons. Il expliqua que la potion dans le pot était en fait une malédiction révolutionnaire, capable de tuer n'importe qui comme s'il s'agissait d'une maladie ordinaire. Le professeur Cordel révéla que sa véritable cible était le héros, mais Saika le traita de fou et exhiba son talisman, montrant qu'il avait déjà retiré la malédiction d'Amu.
Alors que le professeur Cordel invoquait un démon, Sika répandit son sang sur son propre corps et déclara qu'il avait découvert la condition de la malédiction. Maintenant trempé de sang démoniaque, il commença à lancer un sort pour transférer la malédiction à son créateur. C'était le pouvoir qu'il avait hérité de sa vie antérieure en tant qu'exorciste maudit. Il dit au professeur Cordel que ceux qui maudissent les autres creusent 2 tombes. Alors que les organes du professeur Cordel commençaient à se rompre, Seka révéla qu'il était le seul au monde à savoir dissiper les malédictions, rendant leur rencontre avec lui dans cette vie très malheureuse pour les démons. En montant les escaliers, Yifa demanda comment il avait su que c'était le professeur Cordel. Sika expliqua que ses Shikigami avaient détecté le même pollen sur le corps du professeur Cordel et à l'intérieur du cercle démoniaque. Plus tard ce jour-là, quand Seka tendit l'anneau magique à Yifa, elle remarqua que les élémentaires étaient attirés par lui. À ce moment-là, Seka vit Amu passer, et quand il tenta de l'appeler, elle lui dit de sauter d'une falaise et de 6 Sekai déjà. 1 an plus tard, alors qu'ils commençaient leur 2e année, l'aide du directeur apparut devant Seka et sa servante, les informant que le directeur voulait les voir immédiatement. Bien que Seka ait eu un mauvais pressentiment concernant la convocation, il remarqua une fille les observant secrètement depuis l'ombre. Le lendemain, lorsqu'ils entrèrent dans le bureau du directeur, elle les salua chaleureusement. En étudiant le visage de Saika, elle remarqua qu'il ressemblait à son oncle, laissant Saika perplexe, car son père n'avait jamais mentionné avoir un frère. Sans élaborer, le directeur changea de sujet et l'invita à rejoindre le tournoi de discipline mixte dans la capitale, une compétition renommée entre mages et épéistes. Elle expliqua qu'il servirait de l'un des représentants de l'académie de magie. Pour formaliser cela, elle fit venir une nouvelle étudiante au bureau. S'avançant, la jeune fille se présenta comme Mabel, quelqu'un que Seika n'avait jamais rencontré auparavant. Avant qu'il ne puisse répondre, Amu l'interrompit avec frustration, se plaignant de ne pas avoir été invité et exigeant de savoir si Sika comptait participer. Toujours intrigué par la présence de Mabel, Sika dit qu'il était intéressé par le tournoi et voulait voir ce qu'il réservait. Alors qu'ils quittèrent l'académie, Amu grommela que Mabel avait probablement été choisie par une famille noble et n'avait jamais connu de véritables difficultés. À leur surprise, Mabel apparut soudainement derrière eux et dit calmement à Amu que c'était elle qui n'avait jamais vraiment connu de difficultés. Alors qu'Amu était ravie de finalement rencontrer sa remplaçante, Mabel expliqua qu'elle n'allait de toute façon jamais être sélectionnée, car elle était trop faible pour se battre. En entendant cela, Amu s'irrita et ordonna à 2 idiots de lui remettre leurs épées d'entraînement, défiant Mabel en duel pour voir qui était la vraie faible. Mabel accepta sans hésitation, et au moment où elle prit l'épée et adopta sa posture, Saika reconnut immédiatement son talent, réalisant qu'elle était tout aussi expérimentée qu'Amu. Désireux d'évaluer sa force, il déclara le début du combat. Amu chargea de toute sa force, mais Mabel bloqua son coup avec de la magie noire, et les deux s'affrontèrent férocement. D'un mouvement décisif, Mabel fit tomber l'épée tordue d'Amu de sa main, remportant facilement le duel. Alors que Mabel se tournait pour partir, elle dit à Amu qu'elle était inutile pour quelqu'un destiné à être le héros. Quand Amu tenta de protester en disant qu'il n'était pas censé utiliser la magie, Mabel rejeta ses paroles, déclarant que les excuses ne feraient que la rendre plus faible. À ce moment-là, Mabel avertit Seka qu'il allait se blesser au tournoi. Il la remercia pour ses mots avant qu'elle ne s'éloigne. Le lendemain, le groupe partit pour la capitale afin d'assister au tournoi. En chemin, Seka maudit silencieusement sa malchance, se demandant pourquoi il devait être coincé avec les visages dégoûtants de Yifa et Amu. Yifa lui rappela rapidement qu'elle était sa servante et devait rester à ses côtés en tout temps. Amu, d'autre part, affirma qu'elle n'était jamais allée à la capitale et voulait la voir, mais Seka savait qu'elle mentait, réalisant que son seul véritable désir était de voir Mabel concourir au tournoi. Quand il demanda à Amu où elle comptait dormir, elle répondit qu'elle resterait dans le lit de Yifa. Mabel, observant leur pitrerie, pensa qu'ils étaient tous pathétiques, car malgré le même âge, ils agissaient comme des enfants, manquant de sérieux. Mais Yifa révéla alors qu'elle avait en fait 1 an de plus qu'eux, ce qui laissa Amu choqué. Après y avoir réfléchi, Amu admit cependant que cela expliquait la personnalité massive de Yifa. Au moment où elles atteignirent la capitale, les filles remarquèrent que Sika avait le mal des transports. Pour rendre les choses plus étranges, elles découvrirent que Mabel s'était éclipsée du groupe. Peu de temps après, ils arrivèrent au tableau d'inscription où Seika décida d'enquêter pourquoi l'académie l'avait choisi comme représentant au lieu d'Amu. Le lendemain, alors que le tournoi était sur le point de commencer, Seika examina son amulette et réalisa qu'elle était conçue pour absorber les attaques magiques, bien qu'elle se briserait si elle en absorbait trop. Juste à ce moment-là, l'annonceur présenta Seka comme le premier participant, et son adversaire Dennis, un combattant de la bande de mercenaires Garls, déclara audacieusement que ce serait le dernier jour de vie de Seka. Seka, cependant, le repoussa, affirmant qu'il avait mal à la tête et se sentait fatigué. Et quand le mercenaire supposa qu'il ne faisait que des excuses, Seka déclara calmement qu'il mettrait fin au combat en 1 seule seconde. Enragé par ces mots, Dennis chargea au moment où le round commença, et le poignarda. Pourtant, au lieu de porter un coup fatal, la lame perça un talisman. Sika se matérialisa alors instantanément derrière lui et le projeta contre le mur. Alors que la foule haletait sous le choc, l'annonceur déclara Saika vainqueur. Alors qu'il marchait dans le tunnel, Yuki l'intercepta et l'exhorta à perdre délibérément son prochain match, craignant qu'il n'attire déjà beaucoup trop l'attention sur lui. Mais quand Seka rejoignit les filles, le 2e round du tournoi commença, alors que Bellum du Sage entra dans l'arène pour affronter son adversaire Kyle, un garde de l'association marchande Rug Rock. Dès le début du match, Kyle lança immédiatement un sort qui figea son ennemi sur place, et le sorcier étant incapable de bouger, la foule ne put que se demander pourquoi Bellum restait immobile.
Puis Kyle réduisit la distance et le transperça, faisant de Bellum la première victime du tournoi. Alors que Kyle se tournait pour partir, Seika étudia attentivement son expression, et au regard dans ses yeux, il le reconnut comme un tueur expérimenté au passé sombre qui aurait dû en faire un criminel recherché. Il commença à suspecter que Kyle avait été délibérément envoyé pour concourir au tournoi. De plus, Sika avait déjà discerné que Kyle était un lanceur de sorts, et l'un des rares capables de canaliser le pouvoir spirituel dans son regard, maudissant son adversaire par le pouvoir du mauvais œil. Quand le deuxième round commença, l'annonceur appela Sika dans l'arène. Cependant, quand son adversaire apparut, il réalisa que ce n'était qu'une marionnette contrôlée par Labinété, une mage marionnettiste. Elle déclara fièrement qu'elle était conçue spécifiquement pour le combat anti-magie et que Saika n'avait aucune chance de victoire. Dès le début du match, Saika invoqua une créature invisible qui trancha rapidement le golem avec des coups rapides, le faisant s'effondrer en morceaux. L'annonceur supposa que Saika l'avait détruit avec la magie du vent. Mais quand Saika menaça d'effacer Labinété de l'existence, elle se rendit immédiatement. Alors qu'il sortait par le tunnel, Seika fut soulagé que sa technique secrète n'ait pas été exposée. Il dit à Yuki qu'il aurait pu être disqualifié pour avoir invoqué un monstre à l'intérieur de l'arène, car l'incarnation bestiale était strictement interdite. Au moment où il rejoignit les filles, le prochain round commençait déjà, et Sika remarqua que Mabel était sur le point d'affronter son adversaire. Son nom était Haulo, le mage de la terre, et il pensait qu'il écraserait facilement Mabel avec ses pouvoirs terrestres. Dès le début du combat, Haulo lança un jet de roche vers elle, mais elle le trancha facilement. Choqué par la scène, le perdant continua de lancer des jets de roche, mais Mabel trancha tout. Alors qu'elle commençait à s'approcher de lui, Haulo réalisa qu'il était foutu et commença à lancer un mur de pierre pour sa défense, le soutenant avec un autre sort, mais Mabel y lança des dagues, le brisant instantanément. Ne voulant pas se rendre, le perdant invoqua une demi-douzaine de murs pour la tenir à distance, mais Mabel les détruisit en un instant et Seika pensa qu'elle utilisait la magie de gravité. Au même moment, Haulo commença à s'enfuir, mais alors que Mabel se précipitait vers lui, elle trancha son bâton et la vie de l'homme défilait déjà devant ses yeux. N'ayant pas d'autre choix, il décida de se rendre, et l'annonceur la déclara vainqueur, l'appelant Mabel la héroïne aux cheveux roux. Mais en entendant ces mots, Seika commença à se demander comment Mabel était devenue la fameuse héroïne. Yifa lui révéla alors que la deuxième héroïne de l'histoire s'appelait Mabel, et que cette Mabel-là maniait un minable aussi son préparait un épée. message destiné aux démons. C'est une coïncidence, Mais alors qu'il lâchait le n'est-ce pigeon, pas un oiseau plus grand Bien le que captura, cela semble et à ce être moment une précis, bonne couverture, Seika apparut, Saika lui disant qu'il avait déjà savait découvert qu'elle qu'il était un cachait espion quelque pour les chose démons et qu'il l'avait voulait suivi avec succès absolument jusqu'ici, sans aucun problème. découvrir tous ses secrets. Cependant, quand Seika exigea de savoir ce que contenait le message, l'homme lui dit de dégager et commença à partir. Mais comme il pensait que Seika était sans défense, il tenta de mettre fin à sa vie, alors Seika lança un sort, le retenant avec des lianes ensorcelées. Réalisant que Seika avait déjà découvert son secret, le minable commença à se demander comment il l'avait trouvé. Seika révéla qu'il l'avait espionné à travers les yeux d'un hibou et exigea de savoir pour qui il espionnait. Quand le minable refusa de répondre, Seika révéla qu'il interrogerait son âme. Alors qu'il invoquait Satori, la cinquième divinité des portes célestes de l'enfer, elle commença à lire dans ses pensées, lui donnant des cauchemars en révélant chacune de ses pensées. Au moment où Seika posait les questions, Satori révéla qu'il était à la recherche de l'héroïne Mabel Crane. Elle était née en même temps que les anciennes prophéties, et il se trouvait qu'elle était une femme aux cheveux roux, la plus forte manieuse d'épée de leur académie. Saika ayant déjà appris tout ce qu'il désirait savoir, il décida de libérer le minable, mais dit à Satori de le dévorer en guise de récompense. À ce moment-là, Satori le dévora, mais quand elle eut fini, la menace commença à lire dans l'esprit de Saika, car il se sentait mal d'avoir tué un homme innocent. Cependant, Seika se mit en colère et menaça de la tuer là où Satori se tenait. Alors, au moment où il décida d'invoquer le portail, Satori s'en retourna rapidement. Une fois la voie libre, Seika appela son oiseau, et alors qu'il récupérait le message, il décida de l'ouvrir. Cependant, il était écrit dans un code inhabituel, et Saika regretta de ne pas avoir demandé comment le décoder. Heureusement, il avait déjà découvert le véritable motif de l'Académie de magie, faire gagner Mabel, ainsi les démons seraient en fait convaincus qu'elle était la vraie héroïne, oubliant l'existence d'Amu. Quand Yuki se demanda s'il avait découvert pourquoi le directeur l'avait choisi pour la deuxième place, Sega révéla qu'il découvrirait toute la vérité en un rien de temps. Le lendemain, alors que les demi-finales étaient sur le point de commencer, Mabel confronta Saika dans le tunnel, et lui dit d'abandonner, disant que le tournoi n'était rien de ce qu'il pensait. Ne voulant pas la laisser décider de son avenir, Saika lui dit qu'il n'abandonnerait pas la manche. Elle lui dit alors qu'elle n'était pas prête à perdre contre lui, et qu'elle était même prête à le tuer. Mais... malgré tout, Saika ne tiendrait pas compte de ses paroles. Quand vint le moment de la première manche des demi-finales, le premier mage apparut dans l'arène. Quand Kyle arriva comme son adversaire, Reynas, le maître des 4 éléments, lança un sort de lumière pour se protéger de l'œil maléfique de Kyle. Mais la menace commença à s'approcher de lui. Désespéré de le tenir à distance, Reyna lança une boule de feu vers lui, mais Kyle était indemne et continua de marcher malgré tout. Reyna, craignant pour sa vie, commença à lancer plus de boules de feu et le frappa avec chaque élément. Mais Kyle étant toujours complètement indemne, Psycho réalisa que Kyle utilisait la magie de la gravité pour repousser toutes ses attaques. Juste à ce moment-là, Reyna invoqua une armée de golems, mais Kyle lança une ombre violette qui les transperça en même temps, les brisant en morceaux.
Alors que Reyna pensait pouvoir en finir avec lui, il commença à se précipiter sur Kyle, mais Kyle réussit à le retenir avec une ombre. Quand Kyle leva son épée pour mettre fin à sa vie, un coup de sifflet retentit, et l'annonceur révéla que les juges avaient annulé le combat, déclarant Kyle vainqueur. Cette nuit-là, alors que Seika se demandait s'il devait abandonner son match le lendemain, il remarqua que Yuki se blottissait contre son corps. Le hibou de Psycho repéra Mabel sur son toit, et alors qu'il plongeait pour s'écarter, le toit s'effondra sur son lit. À travers la fumée, il aperçut Mabel de l'autre côté et se demanda pourquoi son vilain visage le bloquait. Sans réponse, elle lança un couteau contre le mur et le plaqua immédiatement hors de la fenêtre. Il réussit à la repousser, créant une distance entre eux, mais alors qu'elle lui lançait un autre couteau, Seika réussit à l'esquiver. À ce moment-là, il tenta de la retenir. Mais quand elle trancha la liane et poignarda son corps, il disparut devant ses yeux. Pour la repousser, il lança un sort de libération interne, mais elle réussit à garder son équilibre. Alors que Seika pensait à sa force, il réalisa qu'il ne pouvait pas la laisser s'échapper. À ce moment-là, un minable apparut dans l'allée, se demandant pourquoi il faisait du bruit. Mais alors que Mabel faillit mettre fin à sa vie, Seika découvrit qu'elle s'était échappée. Cependant, il avait déjà pris sa décision pour la prochaine manche du tournoi, et il pensa qu'il devait la trouver avant l'aube. Peu de temps après, il la trouva près d'une fontaine, et l'assura qu'il n'était pas venu pour se battre. Quand elle demanda pourquoi il était là, il expliqua qu'il voulait seulement parler, et qu'elle avait encore une chance de le convaincre de se retirer du match. Il révéla alors qu'il connaissait déjà sa véritable intention, elle prévoyait de mourir à la place d'Amiu. En tant que fausse héroïne, elle avait détourné l'attention des démons d'Amiu, croyant qu'en se sacrifiant, ils penseraient que la vraie héroïne était morte. Cependant, Mabel admit qu'elle voulait aussi tuer Kyle, confessant qu'ils avaient tous deux été entraînés par l'association des marchands de Rugrok, une organisation qui transformait les enfants esclaves en mercenaires. Leur association avait créé ce tournoi pour tester la capacité de Kyle en tant que mercenaire parfait. Ils avaient ouvert un trou dans son crâne pour implanter de la magie dans son cerveau, lui retirant ainsi toute forme d'émotion. Avant ce processus, les enfants esclaves étaient regroupés par 4 et entraînés ensemble jusqu'à ce qu'ils forment un lien spécial. Cependant, un seul d'entre eux deviendrait un mercenaire. Et seulement après avoir éliminé les autres, il serait considéré comme un mercenaire parfait. Mabel étant la dernière survivante après Kyle, elle pensait que c'était son devoir de l'achever en finale, étant donné qu'il avait déjà tué son frère. Mais après avoir entendu ces mots, Psycho pensa qu'elle n'était pas seulement plate, mais aussi une menteuse. Il savait que Kyle était en fait son frère, et que ses cheveux roux n'étaient qu'un déguisement pour convaincre tout le monde qu'elle était l'héroïne. Réalisant qu'il avait tout découvert, elle décida de révéler la vérité et dit qu'elle avait l'intention de tuer Kyle pour libérer son âme. Cependant, Seika pensa qu'elle était trop faible pour le faire et dit qu'il vaincrait Kyle en finale. Alors qu'elle commençait à penser que ce n'était pas possible, il lui dit qu'il était l'homme le plus fort de leur monde et il croyait que le seul désir de Kyle était de l'avoir libéré de l'association. Le lendemain, quand vint le moment de leur manche, il lui dit de donner le meilleur d'elle-même. Elle, cependant, pensa qu'il n'était qu'un noble gamin inutile, gâté toute sa vie. Alors qu'elle apparut derrière lui, elle faillit le couper en deux, et alors qu'elle détruisait les débris, elle le trancha en morceaux, seulement pour réaliser que c'était un morceau de papier. Alors qu'il lançait des rochers qu'elle esquivait, Mabel lui lança ses couteaux, mais il les bloqua avec une barrière. Alors que la poussière retombait, il libéra des lianes de liaison pour la retenir, mais elle chargea en avant, jusqu'à ce que Sika active son sort de fruit tombant. Quand il lança un sort de liane de liaison chimique, elle la retint à nouveau, et cette fois, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas se libérer. Décidant de lever sa hache, il lança alors un sort de lévitation, des fourmis, alors qu'il prétendait mettre fin à sa vie, le sifflet retentit. Alors que les juges mettaient fin à la manche, le déclarant vainqueur. Quand vint le moment de la manche finale, Saika et Kyle s'affrontèrent, et alors que Saika commençait à dire que Mabel était toujours en vie, Kyle lui dit qu'il la tuerait après leur tournoi. Même s'il se souvenait qu'elle était sa sœur, il avait complètement perdu toute émotion pour elle, alors Sika jura de le faire s'excuser auprès de Mabel. Alors que la manche commençait, Sika lança une brume rouge tout autour du sol de l'arène, rendant l'œil maléfique de Kyle inutile. Quand Kyle commença à marcher vers lui, Sika le frappa avec une lumière fantôme, mais Kyle resta indemne. Sika invoqua alors des lianes de liaison chimique pour le retenir, mais l'ombre violette les détruisit instantanément. Le combat était inutile. Kyle lança son ombre vers Sika devant les yeux de Kyle, mais sa barrière, il invoqua Pusioni, la 5e divinité. Alors que le monstre émergeait de la dimension, les ombres de Kyle tentèrent de percer son corps, mais sa peau était plus forte que l'acier. La bête frappa le visage de Kyle, le rendant inconscient. Alors Psycho pensa que Kyle avait perdu parce qu'il n'avait jamais été capable de reconnaître ses propres limites. Mais alors qu'un sceau commençait à se répandre sur le corps de Kyle, la malédiction commença à le ronger, même à l'intérieur de la barrière. Sika se demanda comment il pourrait le sauver, mais Kyle l'arrêta et lui demanda de s'excuser auprès de Mabel en son nom. Tika se mit en colère à l'idée d'être vaincu par une malédiction, alors il invoqua 1000 talismans en même temps. Cherchant à neutraliser la malédiction, il se prépara à lancer un sort qui la retirerait du corps de Kyle et même le ressusciterait des morts. Mais alors qu'une balise perçait les cieux, Yuki lui dit qu'il était dangereux d'utiliser son sort ultime, puisque tout le monde dans l'arène découvrirait ses pouvoirs secrets. Cette erreur lui avait coûté sa vie précédente. Et alors que les souvenirs lui revenaient à l'esprit, Sika décida d'arrêter le sort. Au moment où le combat fut terminé, Kyle avait mystérieusement disparu, et Sika dit à tout le monde qu'il l'avait détruit sans laisser de traces. Après le tournoi, cependant, il enterra Kyle en dehors de la capitale, permettant à Mabel de lui rendre ses derniers hommages. Elle lui dit qu'elle savait déjà que son frère était maudit,
Le lendemain, à leur académie, Psycho visita le bureau du directeur et révéla qu'il avait sauvé Mabel, exactement comme elle l'espérait. Elle réalisa alors qu'il avait déjà tout découvert. Elle expliqua que tout cela faisait partie des plans de l'association depuis le tout début, car le seul but du tournoi était de tester la capacité de Kyle en tant que mercenaire. Ensuite, Psycho arriva à la cafétéria et remarqua que Mabel s'était teint les cheveux en violet, mais il pensa qu'elle avait l'air encore plus laide maintenant, d'une certaine manière. Quelques semaines plus tard, alors que les vacances d'été approchaient, Saika annonça qu'il se rendrait au royaume d'Astéria pour enquêter sur un dragon en furie. Juste à ce moment-là, un étranger arrogant entra dans la cafétéria, se vantant bruyamment de sa richesse et rabaissant les étudiants autour de lui. Amu fronça les sourcils, se demandant qui était ce nouveau venu aux dieux. L'homme remarqua bientôt Saika et s'approcha, se présentant comme Cecilio, le prince héritier d'Astéria. Sika l'accueillit poliment à l'académie, mais l'attention de Cecilio se porta rapidement sur Yifa, qu'il déclara être la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Tentant de flirter, il lui fit une série de remarques inappropriées. Yifa révéla calmement qu'elle était la servante de Sika, espérant mettre fin à la conversation. Cecilio, cependant, continua son comportement grossier, laissant tout le monde autour d'eux profondément mal à l'aise. Cecilio dit alors à Seka de nommer son prix, mais son assistante, Lise, lui dit rapidement qu'il se ridiculisait devant les autres. Dans une pièce privée, Cecilio dit à Seka que le dragon rebelle avait vécu paisiblement pendant un siècle, mais qu'il attaquait maintenant le château, et la situation empirait de jour en jour. Juste à ce moment-là, il remarqua des canons massifs et commença à suggérer qu'ils dînent ensemble, mais Lys lui dit de se retenir. Alors que Seka partait plus tard ce jour-là, Amy le traîna dans les buissons et exigea des réponses. Quand il admit qu'il donnerait Yifa au harem de Cecilio si elle acceptait, les filles le trouvèrent pathétique. Connaissant les sentiments de Yifa pour lui, Mabel le prévint de ne jamais lui demander une telle chose, craignant que cela ne la blesse. Quelques jours plus tard, sur la route d'Hystéria, Yifa dit à Seika que Cecilio lui avait demandé de monter son dragon, bien qu'elle doutât qu'il la veuille, dans son harem. Seika insista sur le fait qu'il était sérieux, mais se demanda quel horrible sentiment bouillonnait en lui. En atteignant Hystéria, Yuki admira la vue jusqu'à l'arrivée de Cecilio, lamentant le déclin du royaume depuis la fureur du dragon. Alors que la bête survolait, un homme invoqua un tigre de lave qui bondit sur elle et la manqua. Puis il se tourna vers Yuki, alors Saika arrêta la menace avec des cristaux de glace, mais l'armure flamboyante du tigre les fit fondre facilement. Alors que le tigre bondissait vers Saika, une chaîne magique le retint, et son invocateur, Zect, apparut à ce moment-là. Quand Saika demanda qui était cet horrible toxicomane, Cecilio révéla qu'il était le chef mercenaire engagé pour tuer le dragon. Sika se moqua de son visage ruiné jusqu'à ce que Cecilio intervienne et ordonne à Zek de partir. Une fois parti, Saika se tourna vers Yifa, et alors qu'elle essayait de le remercier, il la réprimanda de ne pas utiliser la magie, se demandant ce qu'elle aurait fait sans lui et si l'amener était une erreur. Alors que Yuki pleurait, Cecilio tenta de la draguer, mais Seika l'en empêcha, avant d'ordonner à Yifa d'utiliser la magie la prochaine fois, car l'hésitation pourrait lui coûter la vie. Sika partit et regretta ses mots durs, espérant pourtant qu'elle apprendrait, car dans sa vie passée, il s'était figé pendant que son élève était dévoré par son dragon, ne le scellant qu'après. Craignant que l'histoire ne se répète avec Yuki, il choisit la dureté pour la protéger. Le lendemain, ils l'urdulent sur le dragon et apprirent qu'il avait autrefois vécu avec une compagne sur la montagne, mais qu'il avait commencé à attaquer après l'éclosion de ses petits. Sika soupçonnait le même scénario. Bien que les registres Cette nuit-là, affirment que Yifa vint seul dans sa le chambre, mal avait lui survécu, disant que Cecilio l'avait Yifa invité à demanda brûler son épée, comment il pouvait alors faire Sika éclore lui une proposa de passer la nuit avec seule. lui à la place. Alors Quand il Sika demanda si résolut elle avait de rejoint gravir le la harem de montagne Cecilio, pour obtenir elle des refusa réponses. et lui demanda pourquoi il Malgré posait la question. l'avertissement d'Ifa que Croyant qu'il ne cela la le trouvait pas tuerait. digne, elle jura de faire tout ce qu'il voulait, mais Sika lui dit que rejoindre un harem royal était le plus grand honneur que la plupart des filles désiraient. Quand elle se demanda s'il était d'accord avec son départ, Sika révéla qu'il serait contrarié au début, mais qu'il serait heureux qu'elle choisisse sa propre voie. En entendant ces mots, elle lui dit qu'elle dormirait pendant qu'elle restait à pleurer toute la nuit. Le lendemain matin, il remarqua qu'elle était partie, et même Yuki se sentit mal de voir à quel point il était aveugle, car Gifa était en fait amoureuse de lui. Mais Sika pensa que ce n'était qu'un béguin. Mais Yuki lui dit que c'était plus que ça, et souhaita qu'il le réalise avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il rencontrait Cecilio pendant son thé, il lui dit qu'il allait monter la montagne pour trouver le dragon. Quand Cecilio entendit ces mots, il réalisa qu'il faudrait quelques jours à Sika pour revenir, et il pensa qu'il aurait assez de temps pour persuader Yifa. Mais Seka pouvait déjà deviner ses pensées, et espérait qu'il resterait loin d'elle. Plus tard ce jour-là, alors que Lys apparut devant Yifa et demanda à lui parler en privé, elle lui dit qu'elle avait déjà senti sa magie et révéla qu'elle était une descendante d'elfes. Elle expliqua que les élémentaires devaient l'avoir menée à eux et lui demanda de rejoindre le harem de Cecilio, car elle ne pouvait pas continuer à être l'esclave de Seika pour toujours, puisqu'il était un démon après tout. C'est pourquoi les élémentaires refusaient de l'approcher, tout comme ils éviteraient tout autre démon. Ifa, cependant, était certaine que Seika ne pouvait pas être un démon, et rappela à Lizzie qu'elles avaient grandi ensemble. Lizzie, peu convaincue, suggéra que l'un des parents de Seika aurait pu être un démon. Elle avertit Yuki de rester loin de lui et proposa de lui faire visiter le manoir à la place. Pendant ce temps, Seika atteignit le sommet de la montagne où un dragon le repéra et déchaîna une rafale de feu, sa barrière le protégeant de l'attaque. Alors que le dragon bondissait en avant, Saika disparut, invoquant la 6e divinité, Kokyu Koneki, une énorme créature de pierre grotesque qui tomba sur le dos du dragon. Elle émit un son perçant,
qui affaiblit la bête avant de retourner aux portes de l'enfer. Quand le dragon commença à se rétablir, Seka le piégea avec succès et entra dans son nid où il découvrit qu'il gardait un œuf. Il décida de le déplacer. En remarquant que chaque extrémité de l'œuf devait être orientée vers le haut, il réalisa que la légende de la princesse d'Astéria qui avait autrefois fait éclore un œuf de dragon était vraie. De retour au manoir de Cecilio, Lizzie continua de faire visiter Ifa, lui disant qu'elle pourrait obtenir un traitement spécial si elle devenait l'épouse préférée de Cecilio. En plus de cela, elle serait autorisée à participer au gouvernement, et deviendrait même une puissante fonctionnaire. Mais le seul désir de Ifa était de rester aux côtés de Sika. Sika était épuisé, Seka était content d'avoir que le dragon ne soit plus hors de contrôle, et alors qu'il le rapprochait, le dragon, il réalisa qu'il s'attachait à lui. De faire de lui, alors que Ifa, le gardien de Cecilio, il commença à se demander si elle était enfin prête à rejoindre son harem, espérant que Lys l'avait persuadée avec succès. Juste à ce moment-là, l'un de ses hommes commença à rédiger un prix pour sa taxe de libération, et Cecilio révéla qu'il préparait les documents pour sa liberté. Une fois le contrat terminé, elle serait libre de prendre ses propres décisions, et Cecilio dit qu'il était prêt à acheter sa liberté à n'importe quel prix. Craignant d'être séparée de Saika, Ifa lui dit qu'elle était prête à vivre comme une esclave pour toujours, mais Cecilio pensa qu'elle était simplement confuse, et lui dit qu'il la rachèterait définitivement. Il était convaincu que Seka était dangereux et dit qu'il ne pouvait pas la laisser rester avec cette menace. Cependant, Ifa pensa que c'était lui la menace, et déclara qu'elle souhaitait rester avec Seka pour toujours. Même ainsi, les hommes pensèrent que compléter son contrat d'esclave était plus important. Immédiatement, ces mots firent Lys menaça de mettre fin à sa vie, qu'elle était entourée d'une bande d'idiots malades, mentaux. Réalisant qu'ils avaient été scellés à l'intérieur d'une barrière, Lys lança une lance devant, Seka apparut de la tête du dragon, corps, et Ifa fut heureuse que son sauveur soit arrivé. Seka révéla qu'il avait réussi à se lier d'amitié avec la bête, alors le dragon brisa la barrière à cet instant, en disant que le dragon n'attaquerait plus leur royaume, mais Cecilio devait garder l'œuf de dragon au chaud. Avec Yuki capable d'utiliser la magie du feu, Seka pensa qu'elle pourrait garder l'œuf au chaud et l'appela à le rejoindre sur le dragon. Quand Liège tenta de lui dire de revenir, Ifa déclara que Seka était l'amour de sa vie, alors qu'il s'éloignait sur le dragon. Mais quand Seka lui demanda ce qu'elle voulait dire par là, elle lui dit qu'elle n'avait rien dit. Après être arrivé au sommet de la montagne, Ifa remarqua l'œuf de dragon, mais alors que l'horrible invocateur appelait un tigre de lave, il tenta de les dévorer, pourtant Seka le piégea avec des cristaux de glace. À ce moment-là, Zect et son équipe de minables apparurent, et alors que Seka réalisa qu'ils avaient essayé de voler l'œuf de dragon, Zect jura de le tuer afin de protéger son secret. Alors que le tigre fondait à travers la forteresse et se précipitait vers eux, une haute fontaine le repoussa, et Saika réalisa que c'était la magie de Ifa. Elle avait réussi à éveiller la magie à l'intérieur de son anneau et dit à Zect qu'elle était sur le point de le renvoyer en cure de désintoxication. Désespéré de les éliminer, Zek ordonna au tigre d'attaquer à nouveau avant de commander à ses hommes de suivre en renfort. Seka, complètement imperturbable, lança un sort de flamme blanche, anéantissant le tigre instantanément. Mais quand Zek tenta d'ordonner aux hommes d'attaquer, le dragon apparut devant leurs yeux. La vue les a terrifiés et ils s'enfuirent. Mais Sika les captura avec des lianes et Aoif brûla le grimoire de Zek après l'avoir neutralisé. Sika dit qu'il était content qu'elle soit devenue plus forte et la trouvait incroyable d'avoir appris la magie de l'eau. Quelques heures plus tard, de retour au manoir, Sika expliqua tout. Cecilio décida d'envoyer les hommes en prison, mais se demandant comment Sika avait fait la paix avec le dragon, Sika révéla l'avoir aidé à élever son œuf et croyait la légende de la reine vraie. Son désir d'éclosion de l'œuf avait fait que le dragon la considérait comme sa famille et protégeait le royaume depuis des siècles. Soudain, Cecilio ordonna à ses chevaliers d'arrêter Seka, disant qu'il était responsable de la fureur du dragon. Seka accepta de suivre les chevaliers, mais quand Cecilio commença à dire à Ifa qu'elle était enfin libre et pouvait devenir sa femme, Seka repoussa sa main en ayant assez de ses bêtises. Sika lui dit qu'il n'avait accepté son arrestation qu'à cause de leur politique inutile, mais réalisa que Cecilio n'en voulait qu'à Ifa depuis le début. Il le traita de petit gamin gâté et lui dit qu'il ne pourrait jamais lui donner Ifa. À ce moment, Lys réalisa qu'elle en avait assez vu et demanda à connaître les sentiments d'Ifa. Sans hésiter, Ifa dit à Cecilio qu'elle voulait rester aux côtés de Sika pour toujours car, même si elle n'était plus son esclave, elle ne rejoindrait jamais son inutile harem royal. Après son rejet, Lys dit à Cecilio que sa coupe de cheveux était la raison. Et tout en remerciant Sika d'avoir dompté le dragon, elle demanda à parler à Ifa en privé. Dans une autre pièce, Lys réalisa que Yuki était amoureuse de lui, alors elle lui demanda sa main, lui donnant la capacité de dompter l'élément lumière. Elle pensait qu'Ifa était comme la princesse elfe des légendes et croyait que Seka reconnaîtrait son amour pour lui un jour. Pendant ce temps, dans une forêt, un groupe de sorciers éliminait des monstres. Le chef apparut devant un homme et demanda où était le héros. Un monstre énorme apparut alors, et l'homme était content d'avoir invoqué le cyclope avec sa dernière once de magie. Le chef tira son épée, le géant le frappa de sa hache, mais elle se brisa en deux. Voulant l'éliminer, le chef fonça en avant, et repoussant l'attaque du monstre avec un cercle de dissipation, il le tua instantanément. De retour vers l'homme, il ordonna à ses camarades de le dévorer et espéra trouver le héros bientôt.
De retour à l'académie de magie, Saika invita Amu à visiter sa famille pendant les vacances de printemps et demanda aussi à Mabel de les accompagner comme troisième roue du carrosse. Alors qu'il se préparait à partir, il ressentait peu d'enthousiasme à l'idée de rentrer, redoutant déjà l'invité indésirable au manoir. Il craignait que sa seule présence n'attire l'attention et ne cause sa perte à nouveau. Le lendemain, au domaine de Saika, Luft les salua, et Saika nota qu'il semblait un peu moins désagréable qu'avant. Quelques instants plus tard, Glai apparut en armure, criant le nom de Saika, et Saika se demanda s'il appréciait sa vie dans l'armée. Se souvenant encore de son humiliation précédente, Glai exigea une revanche, mais Yifa révéla soudainement qu'il était le même tyran qui l'avait tourmenté par le passé. Amu s'avança alors et proposa de se battre à la place de Sika. Quand Glai se moqua d'elle, Sika déclara qu'elle était plus forte que lui et qu'il n'accepterait le duel de Glai que s'il pouvait d'abord vaincre Amu. Glai accepta avec empressement, insistant pour qu'elle utilise une vraie épée tandis qu'il se battait avec du bois. Confiant dans la victoire d'Amu, Sika autorisa le duel à condition qu'aucune magie ne soit utilisée. Amu pressa Glai, le repoussant, mais quand elle s'apprêtait à l'achever, il feignit un sort et frappa son épée, revendiquant la victoire. Quand elle appela ça de la triche, il argua que les ruses étaient justes au combat, avant de se tourner vers Sika et de déclarer qu'il avait entendu parler de sa victoire au tournoi et le défiait comme un adversaire digne. À ce moment, la princesse Fiona arriva, se demandant pourquoi son chevalier sacré voulait se battre en duel. Elle pensait que le combat était futile et dit à Glai de donner un vrai but à sa vie futile. Alors que Glai décidait de se retirer du combat, Seka se demanda comment elle avait réussi à le forcer à écouter. Glai leur présenta alors la princesse Fiona et les autres furent choqués de réaliser qu'ils rencontraient la sainte princesse. Dans le manoir, Yuki commença à se demander qui était vraiment la sainte princesse. Saika révéla qu'elle était née d'une prêtresse et que son père était l'empereur. Dans une pièce privée, la princesse commença à dire qu'elle attendait de les rencontrer et pensait qu'Amu ressemblait exactement au héros des contes de fées. En remarquant Sika, elle décida de le remercier d'être venu et dit qu'elle souhaitait qu'il devienne l'un de ses chevaliers. Mais Sika lui dit que ses vœux étaient aussi inutiles que son visage. Cette nuit-là, Fiona se demanda si Ifa était la petite amie de Sika, mais elle commença à s'étouffer plus fort qu'elle ne le fait avec les délices de Sika. Pendant un dîner, Blaise loua Saika d'avoir sauvé Hystéria, car la nouvelle s'était répandue dans toutes les nations, tandis que sa mère l'exhorta à écrire plus souvent, entendant sa voix pour la première fois. Plus tard, Amu se glissa dans la chambre de Saika, et il plaisanta qu'elle ne devrait pas venir juste pour se battre avec son épée. Elle lui demanda ensuite ses projets, après l'obtention du diplôme, révélant qu'elle comptait retourner à l'aventure. Sika se rappela sa promesse dans le donjon, où elle avait dit qu'il la rejoindrait, bien qu'il n'ait aucune idée de quoi faire, et se demanda si elle l'enseignerait. Elle accepta, impatiente de leur première fois ensemble, avant de le laisser seul. Après, Yuki demanda s'il avait oublié qu'il n'utilisait Amu que pour cacher son vrai pouvoir, mais Saika dit qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Le lendemain, alors qu'il faisait visiter la ville à la princesse Fiona, Glai lui dit qu'ils devraient travailler ensemble pour la protéger. Puis, elle décida de tenir la main de Saika alors qu'elle se dépêchait vers le marché. Bientôt, elle remarqua un jeune couple et commença à se demander comment elle pourrait se rapprocher de Sika. Amu suggéra de mettre leur vie en danger, disant que cela créait un lien spécial. Pensant que c'était une excellente idée, la princesse Fiona décida de les mener à un chantier de construction, et comme elle suggérait de regarder de plus près, elle décida de rapprocher Sika. Juste à ce moment, une corde se rompit, et alors que les planches tombaient sur eux, Gla et Amu lancèrent un sort en même temps, les protégeant des planches. Cependant, la princesse Fiona fut déçue que Sika ne lance aucun sort, s'attendant à être sauvée par lui à la place. Pour se racheter, Sika décida d'acheter un cadeau à Fiona, et alors qu'il ajustait son écharpe dans une ruelle, il invoqua un miroir de quartz pour qu'elle puisse bien se voir. Le lendemain, Saika trouva Glai en train de s'entraîner et se demanda s'il faisait étalage de son titre de chevalier sacré. Mais Glai dit que le titre n'était pas aussi grandiose qu'il en avait l'air, car c'était une manœuvre politique de la princesse, choisie non pour ses compétences, mais dans le cadre du plan secret de la princesse Fiona. Après tout, c'était une politicienne, mais elle avait aussi réussi à se frayer un chemin de rien pour devenir la favorite au trône. Quand Saika se demanda comment c'était possible, Glai lui dit que la princesse Fiona pouvait voir l'avenir, tout comme sa mère, la princesse Oracle. Pour cette raison, elle avait demandé à voir Amu, sachant déjà qu'elle était l'héroïne. Mais quand Glai réalisa que Sika le savait déjà, il le prévint de rester hors de son chemin. Glai expliqua qu'elle travaillait à prendre le contrôle de l'Empire, mais Sika a pensé qu'il y avait plus que ça. Plus tard, ce jour-là, quand la princesse Fiona commença à chercher Seka dans le manoir, il se cacha dans les buissons, déjà fatigué de voir son visage. Alors qu'Amu passait, Seka sauta soudainement, la surprenant presque. Quand elle réalisa qu'il se cachait de la princesse Fiona, Amu suggéra qu'il passe la journée avec elle à la place, notant à quel point Fiona essayait désespérément de le trouver. Peu de temps après, Seka rejoignit la princesse Fiona sur le balcon où elle l'invita à jouer une partie d'échecs. Il accepta, mais avant de commencer, Fiona proposa un pari. Le perdant devrait une faveur au gagnant. Bien que Seka sût qu'il perdrait probablement, il accepta quand même. Alors que la partie commençait, la princesse Fiona demanda quelle pièce d'échecs il pensait être la plus forte. Seka répondit que c'était elle, disant qu'elle exerçait son influence sur les soldats et les dirigeants, tout en restant dans l'ombre. Fiona loua sa réponse intelligente, mais dit qu'elle n'était que partiellement juste. Elle expliqua que le vrai cerveau se cache toujours de la vue. Pourtant, elle croyait que les pions étaient les plus forts, car lorsque les gens ordinaires s'unissent, ils ont le pouvoir de renverser un empire. Pour cette raison, elle cherchait à obtenir le soutien du peuple, croyant que cela assurerait sa position de premier choix pour le trône. À ce moment, la princesse Fiona déclara avec confiance qu'elle gagnerait la partie.
Pourtant Sika savait déjà qu'elle avait entrevu l'avenir, et réalisant qu'il avait découvert sa capacité, elle supposa que Gley devait le lui avoir dit. Sika cependant révéla qu'il l'avait compris par lui-même. Dès l'instant où elle était intervenue dans son match d'entraînement avec Gley, il avait soupçonné qu'elle avait prévu la défaite de Gley. Puis quand elle l'avait mené à l'endroit où la corde était opportunément tombée sur eux, cela lui avait confirmé qu'elle pouvait prédire l'avenir. Quand Sika demanda si elle comptait sauver l'Empire avec ce pouvoir, la princesse Fiona confessa que l'avenir n'était pas absolu, expliquant qu'il pouvait toujours changer. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner le match, Sika accepta la défaite. À ce moment, la princesse Fiona confessa qu'elle comptait sauver quelqu'un qui était proche de la mort, bien qu'elle hésitât à révéler son identité de peur que cela n'altère l'avenir. Décidant de devenir son allié, Sika offrit son aide. Pendant ce temps, au fond de la forêt, le groupe de démons avait anéanti une armée de bandits. Leur capitaine loua ses hommes d'être devenus plus forts et leur ordonna de dévorer les cadavres. Avec son sort d'évaluation lui permettant de voir la force des autres, Zonen était confiant qu'il pourrait assurer leur succès en tuant le héros. De retour au manoir, Saika et les autres se préparèrent à retourner à l'académie. Cependant, après avoir voyagé pendant plusieurs heures, Saika sentit quelque chose d'étrange dans la forêt. Soudain, une calèche explosa devant eux, mais ce n'était qu'un leurre que la princesse Fiona avait mis en place. Saika sauta immédiatement sur le toit pour repérer leurs assaillants. Au même moment, un groupe d'hommes se mit en position alors que des bandits apparaissaient sur une falaise. Sur ordre de leur chef, des archers visèrent la calèche de la princesse Fiona, alors Saika lança son sort magnétique, déviant toutes les flèches avec aisance. Le chef ordonna à ses hommes de tirer à nouveau, mais le même sort repoussa leurs tirs tout aussi facilement. Fixant le spectacle, le chef des bandits se demanda qui était vraiment Saika. Réalisant que la plupart des calèches étaient des leurs, il ordonna à ses hommes de concentrer toute leur magie sur la calèche de la princesse Fiona. L'un d'eux lança un puissant sort, projetant un rocher massif sur Saika, mais il s'effrita sans danger contre sa barrière. Alors que le chef des bandits devenait désespéré, il ordonna à ses hommes de charger de front. Mais Gley émergea de la calèche, soulagé que les archers aient épuisé leurs flèches. Avec un cri, il rallia ses hommes et ensemble ils commencèrent à maîtriser les bandits. La princesse Fiona ordonna alors à Saika de les capturer vivants, alors Saika invoqua des lianes de liaison qui s'enroulèrent autour des bandits, les immobilisant à l'instant même. Quelques minutes plus tard, Saika demanda à la princesse Fiona pourquoi elle avait choisi d'épargner leurs ennemis, se demandant si elle comptait les utiliser contre ses rivaux politiques. La princesse Fiona répondit que son seul but était de découvrir les hommes qui avaient pied comploté son assassinat. Sika argua que les garder en vie était dangereux, mais la princesse Fiona insista qu'elle était en sécurité maintenant. Elle expliqua que les autres bandits avaient déjà été anéantis et que les survivants capturés attendraient éternellement un signal qui n'arriverait jamais. Quelques jours plus tard, le groupe atteignit la capitale, mais avant d'entrer, la princesse Fiona assura à Saika qu'elle était de leur côté et lui dit de ne jamais l'oublier. Au même moment, le groupe de démons avançait vers la capitale. Zom se demanda alors s'il parviendrait vraiment à s'échapper après avoir tué le héros, pourtant sa détermination ne faiblit jamais. Déterminé à mettre fin à sa vie pour le bien de la race démoniaque, il regarda la ville lointaine, convaincu que leur avenir était sur le point de commencer. Quelques semaines plus tard, le directeur offrit à Saika un poste au conseil étudiant. Yuuki craignait que cela n'attire une attention indésirable, mais Saika l'assura qu'il était trop prudent et que peut-être il n'avait plus besoin de cacher sa force. Pendant ce temps, Zomnim et son groupe atteignirent leur destination, ayant l'intention de localiser et d'éliminer le héros à l'académie de magie. Avant d'entrer, Loni fit une remarque étrange sur le fait d'apprécier de grosses carottes dans sa gorge, incitant Mudarev à le réprimander et à lui dire de se concentrer sur la mission. Sur ce, le groupe commença sa mission et se téléporta sur le terrain de l'école. À leur arrivée, Ganis fut confus par l'apparition soudaine de brouillard, alors il lança un sort de feu qui révéla 2 étudiants. Il les attaqua immédiatement avec ses flammes. Au même moment, Loni et Pyrosrelia étaient également perplexes face au brouillard. Soudain, ils remarquèrent quelqu'un courir à travers. Alors Loni invoqua des loups d'ombre et attendit qu'ils reviennent avec des résultats. Ailleurs dans le brouillard, Mudarev sembla confus par la brume quand soudain, il fut attaqué et devint excité. Mabel apparut alors, réalisant rapidement qu'il était Mudarev et non pas un simple ogre laid. Mudarev déclara son intention d'éliminer Mabel, mais elle refusa de mourir et lança immédiatement son attaque. Mudarev esquiva ses coups et contre-attaqua, mais Mabel riposta avec toute sa force, lui faisant réaliser qu'elle était bien une adversaire digne. Soudain, Mabel activa sa magie, et Mudarev réalisa trop tard qu'il était tombé dans son piège. Cependant, il ne fit que rire, louant son effort avant de se libérer. Mudarev lança alors une contre-attaque brutale avec sa massue massive, et quand la poussière retomba, il remarqua que Mabel avait déjà disparu. Quelques instants plus tard, les démons commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas. Ils découvrirent que toutes les figures qu'ils avaient rencontrées jusqu'à présent étaient les Shikigami de Saika. Puis Saika lui-même apparut, les regardant de haut comme s'ils n'étaient datés que des insectes, avant d'agir comme un dieu et de déclarer qu'il leur infligerait un châtiment divin. Zomnen fut enragé et utilisa sa compétence d'évaluation, seulement pour être choqué par ce qu'il vit. Mudarev s'avança et défia Sika en duel, mais avant qu'il ne puisse finir de parler, Sika l'anéantit instantanément avec un sort de rayon laser. Les démons furent stupéfaits, et Pyrosralia jura vengeance pour son camarade tombé. Elle déchaîna son œil maléfique, activant le pouvoir de Méduse pour tenter de transformer Sika en pierre. Sika se moqua d'elle, disant que son sort était inutile, et invoqua Akuta, un serpent blanc massif. Avant qu'elle ne puisse le transformer en pierre,
Pyrisrelia serra sa poitrine et mourut de l'aura écrasante de Hakuta. Sika expliqua qu'elle n'avait jamais eu de chance, alors Loni invoqua son monstre. Cependant, Hakuta déchaîna son haki de conquérant pour la deuxième fois, écrasant la bête instantanément. Désespéré, Loni tenta de dompter l'Ayakashi mais échoua et fut dévoré comme un castudon croustillant. Zolnem fut abasourdi alors que Saika renvoyait Hakuta dans le royaume des ombres. Ganis prévoyait de gagner du temps, mais Zolnem refusa et ordonna à son camarade de fuir. Zolnem déclara que Seika était le roi démon et qu'il n'avait aucune chance de victoire. Quand Seika proclama qu'il protégerait le héros, Zolnem fut stupéfait, incapable de croire que le roi démon se battait aux côtés des humains. Seika, impatient, commença à préparer un sort. Zolnem exhorta Ganis à s'échapper, pendant qu'il déchaînait son attaque la plus puissante. Seika ne se retint pas, car il riposta avec une vague de lave dévastatrice. Zolnem fut vaincu sur le champ, tandis que Ganis réussit à peine à s'échapper. En se retirant, il ne pouvait toujours pas croire que le roi démon était aux côtés de l'humanité. Mais avant qu'il ne puisse se remettre, Ganis sentit une entaille soudaine sur son corps. À des centaines de kilomètres de distance, Sika l'avait éliminé avec ses terrifiants pouvoirs d'exorciste. Après, Mabel apparut, convaincu que Mudarev appartenait à l'association des émissaires démons et avait été envoyé pour l'assassiner. Sika la calma, expliquant que la vraie cible de l'ennemi était Amu. Il l'assura qu'il s'en était déjà occupé et lui demanda de garder l'affaire secrète. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, Saika apprit qu'Amu ignorait complètement que les démons la poursuivaient. À ce moment, une unité de soldats sous le marquis Grebel apparut, annonçant l'arrestation d'Amu et l'accusant du crime d'avoir tué un émissaire démon. Amu fut choqué et Saika ne pouvait pas croire que l'un des démons qu'ils avaient vaincus avait été un émissaire démon. Les chevaliers exigèrent qu'Amu confesse, mais elle n'avait aucune connaissance du crime allégué. Mabel et Yifa tentèrent de la défendre. Pourtant Saika les arrêta, assurant à Amu que, puisqu'elle était innocente, rien de mal n'arriverait. Cependant, deux chevaliers furent enragés par la foi de Saika en elle et arrêtèrent Amu. Saika confronta alors le directeur, exigeant de connaître la raison de son arrestation et qui était vraiment derrière tout ça. Le directeur répondit que l'académie s'occuperait de l'affaire, et Saika choisit de faire confiance à sa promesse de faire tout son possible pour sauver Amu, mais il savait aussi que si rien n'était fait rapidement, Amu serait exécuté. Saika rassura alors Yifa et Mabel que l'école agissait déjà, donc elle n'avait pas à s'inquiéter. Après, il invoqua son dragon, se préparant à sauver Amu lui-même. Alors qu'il s'apprêtait à le monter, Yuki exprima son inquiétude, le prévenant qu'il attirerait trop l'attention et que sa vie paisible prendrait fin. Elle lui rappela aussi qu'il pourrait répéter le destin tragique de sa vie précédente. Saika refusa d'arrêter la mission de sauvetage pour sauver sa bien-aimée à tout prix, alors, avec cette résolution, il partit vers la capitale pour trouver Amu. Pendant ce temps, Amu était effrayée, enfermée dans une cellule de prison, craignant de ne jamais revoir ses amis. Les larmes commencèrent à couler quand soudain quelqu'un apparut devant elle. Au même moment, Seika s'envola vers la capitale avec son dragon et utilisa ses talismans pour localiser Amu. Il la retrouva rapidement au château-prison, mais quand Seika tenta de la sauver, les chevaliers essayèrent de le tuer. Un chevalier appela des renforts, et bientôt Seika fut bombardé de milliers de flèches. Démontrant son pouvoir écrasant, aucune des flèches ne put percer ses défenses. Il riposta avec une attaque dévastatrice, utilisant la magie de la terre pour écraser les chevaliers. Alors que Seika s'enfonçait dans les niveaux souterrains du château, plus de chevaliers arrivèrent pour l'arrêter. Ils le bombardèrent de flèches enflammées, mais Seika riposta avec une magie de feu bleu qui les engloutit. Beaucoup furent de brûlés. Pourtant ils refusèrent toujours de battre en retraite, alors Seika invoqua Kamaitachi qui les abattit sans pitié. Ensemble, Seika et Kamaitachi massacrèrent d'innombrables chevaliers à cet instant, ne leur laissant aucune chance de même le toucher. Il rôtit ses ennemis vivants, et les soldats périrent sans jamais porter un coup. Enfin Saika atteignit Amu et la libéra, mais Amu était furieuse contre lui, craignant que son sauvetage imprudent ne l'entraîne dans de graves ennuis. Elle refusa de partir avec lui, ne voulant pas le mettre davantage en danger, mais Saika révéla qu'elle était l'héroïne, et si elle ne s'enfuyait pas, elle serait exécutée. Soudain, Glé apparut, et peu après, la princesse Fiona les rejoignit. Sika exigea une explication, demandant pourquoi Amu avait été arrêté et pourquoi Fiona voulait son exécution. La princesse Fiona expliqua que leur nation avait autrefois été petite et que le héros avait longtemps servi de symbole de paix. D'après ces révélations, Sika réalisa que les démons ciblaient Amu afin d'éliminer la cause potentielle d'une autre guerre. Il apprit aussi qu'Amu ne pourrait jamais devenir aussi puissante que le héros précédent, puisque sa protection constante l'empêchait d'affronter les périls et d'acquérir la force nécessaire. Malgré tout cela, Sika refusa catégoriquement de laisser Amu périr. Fiona lui proposa alors d'assurer la sécurité de la jeune fille et lui promit qu'il ne serait pas arrêté. La princesse Fiona accepta finalement son choix, tandis que Sika déclina l'offre, affirmant ne pas pouvoir être sûr envers son jeune frère. Entièrement confiance. Fiona prépara alors une calèche pour faciliter leur évasion, réalisant la remercia chaleureusement
et Sika Sika s'excusa réalisa sincèrement sincèrement de l'avoir avait pris pris grand grand soin soin d'Amu d'Amu durant durant toute sa Plus captivité, tard, il lui retourna rendant auprès des souvent chevaliers visite déchus et lui qu'il offrant avait même une massivement couverture transportés douillette. dans un autre Avec monde Amu à ses côtés, et révéla sa Sika se véritable prépara puissance à aller de en l'avant, les ressuscitant. conscient qu'il devrait Les deux désormais jeunes laisser filles, l'académie qui derrière furent eux. les témoins de cet Pendant ce événement, temps, la furent princesse Fiona complètement eut stupéfaite un entretien par l'incroyable avec la magnitude suite de sa magie, Seika qui écrivit l'interrogea à ses sur la amis les plus véritable proches. identité de Et Sika. ensemble, Elle ils lui prirent révéla la alors décision qu'il n'était d'abandonner autre que l'actuel définitivement roi l'école démon, afin de celui-là se même lancer qui dans de protégeait nouvelles le héros. aventures. Peu de temps après, Seika et Amu retrouvèrent leurs fidèles compagnons dans une ville voisine, marquant le début de leur nouvelle vie en tant qu'aventuriers aguerris.